Bonjour à toutes et à tous, merci d'assister à ce petit quart d'heure sur un sujet hyper glamour, les disponibles fiscaux 2022. La question, aurez-vous fait le plein? Alors si vous voulez faire le plein, c'est avant la fin de l'année surtout, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et si vous voulez le faire, faites-le rapidement parce que les assureurs arrêtent leur compte généralement vers le 15 décembre et les nouveaux dossiers ne sont pas traités. Alors, ce qu'on va définir, pour commencer, c'est le socle du système social en France, qui démarre par un régime obligatoire de base. C'est le cas qu'on soit salarié ou non salarié. On a forcément un régime de base en retraite. On a forcément un régime de prévoyance base et un régime santé. Donc, que ce soit la sécurité sociale, le SSI, peu importe. Quels que soient les régimes, on a tous à peu près la même sensation, c'est-à-dire que ces régimes de base, évidemment, sont des socles, mais ne sont pas suffisants pour garantir correctement les personnes. C'est pourquoi, évidemment, le régime social, et là on va passer à la slide 3, se complète, madame, appuyez sur le bouton s'il vous plaît, voilà, par des régimes complémentaires obligatoires avant, slide d'avant s'il vous plaît. Karine, on revient. Et ça, c'est pas bon? Non, celle d'avant, voilà, celle-ci. Donc, le régime de base prévoyance retraite santé se complète par des régimes complémentaires obligatoires. Donc, j'en veux pour exemple en retraite, par exemple l'AGIRC et l'ARCO, qui sont les caisses de retraite obligatoires des salariés. Par exemple, la CNBF, le régime de retraite supplémentaire obligatoire pour les avocats. Et pourquoi pas parler de la CAVEC pour les experts comptables. En prévoyance, figurez-vous qu'il existe un régime obligatoire qui est celui de l'obligation de l'employeur à faire face et à compléter le salaire des salariés en arrêt de travail, ce qu'on appelle la mensualisation. Donc en fait, ça concerne les salariés qui ont plus d'un an d'ancienneté et ça permet aux employeurs de payer une complément de salaire selon l'ancienneté du salarié, selon ce qu'il soit cadre ou non cadre. Voilà. Donc c'est important de le savoir. Et ensuite, c'est tout l'objet de notre discussion. Et on va passer à la slide supplémentaire, c'est les régimes supplémentaires. Tu peux cliquer pour la retraite, je pense qu'il va y avoir autre chose. Les régimes supplémentaires obligatoires négociés. Donc c'est quoi? C'est simplement que les systèmes obligatoires, donc le socle plus le complémentaire, sont possiblement, on peut les compléter par des régimes conventionnels. Par exemple, en prévoyance, vous avez des conventions collectives comme le Syntec, le bureau d'études techniques, mais ça peut être aussi la réparation automobile, ça peut être le HR, qui prévoit des garanties obligatoires selon la convention collective en prévoyance et ou en santé. Et en santé, notamment, on a vécu récemment, en 2016, l'obligation de la mise en place pour toutes les entreprises d'un régime complémentaire santé, donc l'accord national interprofessionnel, qui a obligé les employeurs à mettre un socle de base pour compléter le régime obligatoire des salariés, un socle minimum. La plupart des entreprises sont d'ailleurs allées au-delà du socle, parce que mettre le minimum obligatoire était totalement insuffisant et surtout pas terrible pour les salariés. Donc finalement, autant faire du gagnant-gagnant. Je vous rappelle que ça a été beaucoup de travail pour vous, les cabinets d'expertise comptable, beaucoup de travail pour nous, les assureurs, et ça a été très mal perçu au début par les salariés. Maintenant, ils ont compris et globalement, ça marche bien. Juste une petite alerte pour votre profession. Faites attention aux dispenses d'adhésion. Beaucoup d'employeurs me disent proposer la santé à leurs salariés. Je vous rappelle qu'il ne faut pas la proposer, il faut l'imposer. Et si le salarié exige ou demande à ce qu'elle ne lui soit pas imposée, il doit faire preuve et en tout cas demander une dispense légale d'adhésion. Il y a aussi donc pour les retraites, effectivement, la possibilité de mettre en place des régimes supplémentaires. Merci du petit clic, Karine. Voilà. Le régime supplémentaire de retraite. Donc, on peut mettre en place des retraites supplémentaires que l'on soit salarié ou non salarié. Donc, classiquement, pour les non-salariés, on parle de loi Madelin, qui date de 1994. Et pour les salariés, on parle d'article 83, voire de retraite chapeau. D'où l'objet de notre entretien, c'est les limites fiscales. Donc, la slide suivante va vous donner les limites pour optimiser. Voilà, si vous souhaitez optimiser pour vos clients, la première des choses, c'est savoir quelles sont les limites. Pour les salariés, la limite, elle est de 8% de la rémunération annuelle brute, limitée à 8 passes. Donc, pour celui qui gagne 8 plafonds de sécu, c'est-à-dire 300 et quelques mille euros, 330 000 euros, il peut défiscaliser jusqu'à 26 323 euros. Vous me direz, ce n'est pas la majorité des salariés qui ont ces rémunérations, mais sachez que sur Paris, région parisienne, dans les grandes villes, on a des salaires qui sont très élevés sur certaines professions. Donc la question, c'est comment
rémunérer, comment donner plus de retraite à ces salariés qui en ont bien besoin, eh ben, c'est d'utiliser les plafonds maximum autorisés. Le plafond, c'est 8% du salaire, dont vous pouvez mettre 5% à la charge de l'entreprise totalement exonérée de charges sociales et 3% à charge du salarié, qui seront déduits fiscalement de ses revenus. Ces contrats article 83 ont deux obligations. La première, c'est qu'il doit être collectif à une catégorie de salariés. Ça peut être d'un côté les cadres, donc les bénéficiaires de la convention collective des cadres du 13 mars 1947, ou bien les non-cadres, donc ceux qui ne bénéficient pas de cette convention collective. On peut faire évidemment un seul collège, l'ensemble du personnel. On peut évidemment faire 1%, par exemple, charge employeur, 1% charge salarié. On peut faire ce qu'on veut. Le maxi, c'est 8%. Pour les indépendants, donc la rémunération, enfin le niveau est plus important, puisque c'est 10% du revenu imposable, plus 15% de la fraction entre 2 et 8 plafonds. Donc ça veut dire qu'on peut monter jusqu'à 76 000 € pour un TNS, un travailleur non salarié qui a une grosse rémunération. Alors, l'objectif de ces limites, c'est de permettre aux salariés, mais aussi pour les non-salariés, de compenser le fameux taux de remplacement. Je pense que vous savez ce que ça veut dire, hein, c'est que plus j'approche de la retraite, plus ma rémunération est souvent élevée, et pourtant, moins proportionnellement, je récupérerai de retraite. Tout simplement parce que le régime de base, on a vu le socle tout à l'heure, il est limité au plafond de la sécurité sociale. Donc, en clair, que je gagne 41 000 € par an ou 400 000 € par an, j'aurai la même retraite au niveau de la sécurité sociale ou du régime obligatoire des indépendants. Donc, vous voyez que tout ce qui va permettre à vos clients, à vous-même, de compenser cette perte de revenus en retraite, il vaut mieux l'utiliser. Sachant que tous ces contrats, s'ils sont facultatifs, ne sont en loin une obligation ad vitam. C'est-à-dire que l'indépendant qui met un contrat de retraite aujourd'hui, loi Pacte, loi Madelin, va pouvoir le suspendre, l'arrêter, le remettre en œuvre. Si demain il devient salarié, il pourra bénéficier des avantages de l'article 83 et vice-versa. Rien n'est obligatoire et rien n'est définitif. Juste important de savoir que les sommes investies pour les indépendants sur des régimes de retraite, sachez qu'ils ne sont, eux, pas exonérés de charges sociales. Donc il faut être très prudent sur ces plafonds et l'utilisation de ces plafonds. Il faut savoir que le TNS, lui, lorsqu'il va cotiser sur un régime de retraite dit loi Madelin, il devra rajouter les charges sociales des indépendants. Donc faire attention. Ceci ne concerne pas évidemment la profession agricole. On va basculer sur l'autre slide. Alors, attention les yeux. Là, on parle de la loi Pacte et finalement des plans d'épargne retraite liés à la loi Pacte. En fait, il y a 3 plafonds qui existent. Tu vas pouvoir appuyer sur les slides, voilà. Il y a 3 plafonds qui existent et 3 compartiments. Les 3 compartiments sont, le premier, c'est le compartiment des versements volontaires. Ce compartiment des versements volontaires concerne évidemment le plan d'épargne retraite que vous pouvez tous, que vous soyez salarié, non salarié, utiliser, qui apparaît en 3e de couverture de votre avis d'imposition, qui vous permet d'utiliser donc des fonds à vocation retraite et déduire ces fonds de vos revenus imposables. L'avantage du compartiment C1, de ces versements volontaires, c'est qu'il va vous permettre d'obtenir au moment du départ en retraite, c'est-à-dire au moment où vous liquidez votre retraite, à partir de 62 ans aujourd'hui, mais probablement 63, 64 demain, d'obtenir soit un capital, soit une rente. N'oubliez pas une chose très importante. Lorsque vous défiscalisez des cotisations sur un contrat de retraite, ça veut dire que vous fiscaliserez la prestation. Mais je serais tenté de vous dire, ce n'est pas très grave, parce qu'il vaut mieux défiscaliser des cotisations quand je paye des impôts, afin de diminuer ma facture fiscale, et avoir de la fiscalité à payer lorsque je reçois ma prestation, puisque si je la reçois en retraite, je suis censé avoir un taux de remplacement assez faible. Exemple, si je gagne 50 000 € par an, globalement, le taux de remplacement, c'est-à-dire la retraite de mes régimes obligatoires, risque de tourner aux alentours de 30 000 €, dans le meilleur des cas, pour une carrière stable et pérenne. Donc, ce n'est pas grave si jamais je rajoute un peu de rente viagère imposable.
C'est pareil pour le capital. Pour ceux qui vont opter pour le capital, n'oubliez pas que ce capital, il est totalement déclarable et imposable sur les revenus. Néanmoins, rien ne vous empêche de le fractionner. Au lieu de déclarer 100 000 euros d'un coup, vous pouvez très bien déclarer 10 fois 10 000 euros. Ça va vous permettre d'améliorer les 10 premières années de retraite tout en ayant une fiscalité acceptable. Le compartiment 2 concerne l'épargne salariale. L'épargne salariale, bon, c'est objectivement probablement la meilleure façon de compléter sa retraite. Il y a juste une obligation en épargne salariale, c'est qu'on doit forcément avoir au moins un salarié dans le pipe, y compris le chef d'entreprise, qu'il soit rémunéré ou non. Et il va vous permettre non seulement de faire des versements volontaires, qu'il s'agisse de l'intéressement, de la participation, peu importe, des versements volontaires, de l'épargne personnelle, mais aussi de bénéficier de l'abondement jusqu'à 3 fois le montant versé. Donc globalement, retenez 3 100 euros pour le P2E et 6 574, c'est marqué, donc facile à lire, pour le PERCO. Donc là, par contre, vous pourrez, tout comme dans le compartiment C1, bénéficier au terme d'un capital ou d'une rente. Mais bon, c'est comment dirais-je, c'est une solution collective. Donc ça impose de bien vérifier pour vos clients qu'il a conscience qu'il devra en informer ses salariés, que probablement ils sont de plus en plus, comment dirais-je, pertinents sur le sujet, les salariés. Ils ont bien compris que quand ils mettaient 500 euros dans un dispositif qui leur permettait d'obtenir 3 fois cette somme par l'abondement, ils vont le faire. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Le compartiment 3, lui, concerne les versements obligatoires, qui sont ceux de l'article 83 du Code général des impôts. Donc c'est les contrats de retraite collectifs, donc le fameux 8%, donc on peut répartir entre 5% d'employeurs et 3% de salariés. Lui, c'est les versements obligatoires de l'entreprise. Ces versements obligatoires qui sont faits sur la fiche de paye, donc par patronal, par salarial, sont déductibles de l'impôt société. Et forcément, la prestation, ça peut être que de la retraite. En revanche, rien n'empêche un salarié de faire des versements individuels. Je vous ai donné les 3 grands dispositifs. Le C1, versement volontaire, ça peut être déductible au titre de l'individu ou du TNS. Le C2, l'épargne salariale, ça peut concerner le CNS à condition qu'il ait des salariés à y rentrer. Et le C3, c'est le compartiment des régimes obligatoires, donc des contrats d'entreprise. J'espère que j'ai été clair. Alors, mon conseil sur la retraite, à vous, professionnels de l'expertise comptable, c'est de bien écouter vos clients. Bien écouter, ça veut dire bien les connaître. On ne traite pas de la même façon un chef d'entreprise qui a une énorme rémunération d'un chef d'entreprise qui a une rémunération moyenne. On ne donne pas le même conseil à un chef d'entreprise qui s'est marié 3 fois et qui est marié avec une dame beaucoup plus jeune que lui, à un chef d'entreprise qui est marié qu'une seule fois, qui n'a pas de réversion partagée, etc., etc. Ça veut dire qu'on tient compte effectivement de tous les paramètres pour bien conseiller au niveau de la retraite. Et l'optimisation va vous permettre de donner le meilleur conseil, sachant que le meilleur conseil, vous le donnez à l'instant T. Il n'est pas définitif, il n'est pas déterminant pour l'avenir. Donc, il faut laisser écouter les assureurs qui ont tendance à venir vous voir pour avoir leur avis et surtout leur, comment dirais-je, leur philosophie sur la question. Le but, ce n'est pas de faire des grosses primes. Le but, c'est d'utiliser la fiscalité comme un moyen de compenser un revenu perdu. Et il faut savoir que la retraite, c'est ni plus ni moins que du revenu différé. Donc, à vous et à nous d'être pertinents. N'oubliez pas aussi que les 3 grands sujets de la retraite, c'est la réversion de pension pour le conjoint, c'est la dépendance et c'est surtout l'allongement de la durée de la vie. Hein, aujourd'hui, quand on part à 65 ans, quand on liquide sa retraite, on en a globalement pour 20 ans. Donc, ceci explique pourquoi les régimes de retraite ont besoin d'être réformés. On va passer à la slide suivante. Mais je ne sais pas où on en est là. Tu peux y aller, je te dirai ça, quand ça sera bon. Voilà. Ça ? Ah, c'est bien. Là, on va parler du disponible fiscal concernant la prévoyance et la santé. Donc, là encore, le disponible est très important parce que c'est 5% pour le salarié, plus 2% de la rémunération annuelle brute. Et pour les indépendants, c'est 7% du plafond annuel de la sécurité sociale, plus 3,75% du revenu imposable. Donc, les limites, vous les avez. Ça laisse des budgets très importants. Quel est l'intérêt de la prévoyance et de la santé pour les salariés et les indépendants? La prévoyance, c'est capital. Si je suis chef d'entreprise, père de famille, que c'est moi qui ramène le revenu le plus important du ménage.
il est évident que je me dois de protéger cette rémunération en cas d'arrêt de travail. J'oublie la partie entreprise, je pense qu'à moi. La question qu'on doit se poser, c'est de combien ai-je besoin si je tombe gravement malade pour faire vivre ma famille? De combien ai-je besoin tous les mois? Et là, on parle d'arrêt de travail. Mais on peut se poser une autre question. De combien aura besoin mon épouse, si je décède, pour pouvoir continuer à vivre correctement? C'est ces questions-là qu'il faut poser à vos dirigeants d'entreprise. Et après, une fois qu'ils ont répondu à ces questions-là, on agit sur la prévoyance. C'est-à-dire qu'on va chercher le meilleur régime de prévoyance et souvent, on va aller jusqu'au budget. Encore une fois, je vous donne quelques exemples. Si jamais je suis seul à travailler, que mon épouse ne travaille pas, qu'elle élève mes enfants, qu'est-ce qui va se passer si je décède? Je suis chef d'entreprise. Ben, ce qui va se passer, c'est que mon entreprise, elle va s'arrêter probablement. Ou elle va être transmise à mes ayants droit. Devinez qui sont mes ayants droit? Mes enfants, mon épouse. Et pourtant, elle ne va pas être dans de bonnes conditions pour reprendre mon entreprise. Donc, il est important que si je décède, elle perçoive un capital suffisamment important pour qu'elle puisse prendre la décision de l'avenir de l'entreprise, sachant qu'elle se reposera sur vos conseils et compétences pour savoir quelle est la meilleure solution pour elle. Concernant l'arrêt de travail, je peux très bien avoir des arrêts de travail de période courte. Par exemple, si je me fais opérer d'un ligament croisé, je vais rester 6 mois dans la difficulté pour aller au travail, mais globalement, je peux bosser, je peux utiliser mon ordinateur. Il suffit de mettre en place un régime de prévoyance avec une franchise à 60 jours, 30 jours, pour compenser la perte de revenus. Néanmoins, si j'ai une maladie beaucoup plus compliquée, beaucoup plus douloureuse et beaucoup plus longue surtout, il s'en va aussi de l'avenir de mon entreprise. Donc, ne lésinez pas sur le régime de prévoyance, mettez en place des garanties à 80, 90, voire 100% du salaire en cas d'arrêt de travail. Je vous rappelle que lorsque l'assureur intervient, pour un salarié, tout comme pour un non-salarié, il intervient lorsque le sinistre arrive et il s'arrête de payer lorsque le sinistre s'arrête. Ça veut dire que même si l'entreprise a disparu, même si l'activité du TNS a disparu, l'assureur va continuer à régler sa prestation jusqu'à la retraite maximum ou jusqu'au décès s'il intervient avant la retraite. Donc ne lésinez pas. Sur la complémentaire santé, j'ai tendance à dire interrogez bien vos clients sur la façon dont ils se soignent, tout simplement. Il y a de plus en plus de gens qui se soignent différemment, donc ce n'est pas forcément obligatoire d'avoir des très gros niveaux de couverture en santé aujourd'hui. Il vaut mieux avoir un peu d'épargne pour prévoir l'implant dentaire que de prendre une complémentaire santé qui va coûter très cher et qui ne va pas forcément rembourser l'implant dentaire. Utilisez le disponible fiscal. On a pris l'exemple dans les slides qui vous sont remises d'un artisan avec un disponible fiscal de 4 000 € par an. Et on vous montre là qu'on peut utiliser au taquet son disponible fiscal pour bien le garantir. Et l'objectif de le garantir, pour vous, c'est d'avoir un client qui, si jamais il a un accident dans sa vie privée, une maladie, etc., de le garder le plus longtemps possible et de lui avoir donné un bon conseil quand même, et surtout pour lui de protéger ses revenus. On peut passer à la slide suivante. Ah oui, là, on a utilisé l'optimisation de notre salarié, d'un salarié disponible fiscal à 2 776 €. Donc voilà, souvent la complémentaire santé, donc pour une famille, il ne faut pas se leurrer, ça coûte entre 150 et 250 €. Hein. Donc c'est ça les tarifs et ça ne cesse d'augmenter. Mais apprenez peut-être le 100% santé, faites venir un assureur qui va bien vous expliquer le 100% santé. Vous verrez que quand on connaît bien les remboursements de soins et le système des remboursements de soins, on n'a pas forcément besoin, en tout cas on peut s'interroger sur la nature de complémentaire santé qu'on doit mettre en place. Moi je suis partisan de s'assurer correctement, mais sans faire d'excès. Quand on parle de la chambre particulière, par exemple, qui peut être très importante pour certains, il faut savoir que la plupart du temps, on ne l'a jamais. Donc ça ne sert à rien d'avoir des remboursements élevés en chambre particulière, puisqu'on ne l'obtient jamais, la chambre particulière. Je continue. Alors, l'optimisation utile, donc, et je termine. Donc, je vous ai fait la retraite, la prévoyance et la santé. Je vous ai donné les plafonds, je vous ai expliqué comment les utiliser. Il en reste un de plafond, ça s'appelle la garantie perte d'emploi. Elle est très importante, cette garantie perte d'emploi. Donc, il y a plusieurs solutions. Il y en a une principale qui s'appelle la GSC, garantie sociale du chef d'entreprise. N'hésitez pas à en parler. En ce qui me concerne, à chaque fois que j'ai un client chef d'entreprise, qu'il soit salarié ou non, lorsque je lui pose la question, est-ce que vous pourriez être amené à déposer le bilan pour des raisons simples? Ça pourrait être un gros client qui cesse de vous payer. Ça pourrait être un associé avec lequel vous n'entendez pas et qui pourrait vous sortir parce que vous êtes minoritaire.
Et surtout, si ça vous arrivait, en combien de temps retrouveriez-vous du travail? Lorsque vous avez posé cette question, vous avez répondu à la question de la garantie perte d'emploi. Il faut bien souvent la mettre en œuvre pour permettre à un dirigeant d'avoir des revenus pendant quelques mois, de façon à rebondir soit sur un autre projet, soit sur un autre métier. Je vous remercie pour votre écoute et n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais avoir un peu plus de détails par rapport à la garantie perte d'emploi, justement. Parce que j'ai des présidents de SASU, justement, Exact. qui du coup, même quand ils cotisent, n'ont pas droit après aux arts. Et quand j'en parle à des assureurs, ils ne savent pas forcément de quoi je parle. Donc, j'aimerais bien avoir un peu plus de détails par rapport à cette garantie. La vraie question que vous devez vous poser, c'est d'abord bien faire le tri entre tous vos dirigeants salariés qui cotisent pour la plupart, mais j'espère que non, à tort à Pôle emploi. Donc, bien définir qu'un mandataire social ne peut cotiser à Pôle emploi pour une raison simple, c'est qu'il ne peut pas se faire son propre contrat de travail. C'est la règle simple. Dès lors que vous les avez identifiés, ces gendarmes, leur expliquer qu'effectivement, je suis président de SASU, je suis président d'une SA. Est-ce que je peux me faire sortir au conseil d'administration? Est-ce qu'en tant que gérant minoritaire d'une SARL, je peux me faire sortir à une assemblée générale? Si la réponse est oui, eh bien, il a tout intérêt à mettre en place la garantie chômage. C'est hyper important pour lui. Pourquoi? Parce que du jour au lendemain, il peut partir sans aucun revenu en ayant effectivement des actions d'une société qui ne lui permettront pas peut-être d'obtenir de dividendes. Donc, imaginez que du jour au lendemain, vous alliez au travail et que 2 heures après, vous n'en ayez plus. Donc, la garantie perte d'emploi, elle est très simple. Elle répond à 2 exigences. Premièrement, il faut que l'entreprise soit adhérente à un syndicat qui a signé la convention avec la GSC. C'est quasiment le cas de tous les syndicats interprofessionnels, MEDEF, CPME et tous les syndicats pro, la métallurgie, etc. La deuxième condition, c'est qu'au moment où je fais adhérer mon chef d'entreprise, je dois avoir une situation économique et financière de l'entreprise saine. Il faut qu'évidemment l'entreprise ne soit pas inscrite. Il faut évidemment que l'entreprise ne fasse pas de perte. C'est comme c'est le questionnaire de santé de l'entreprise. Dès lors que ces 2 conditions sont remplies, évidemment, ils peuvent adhérer à la garantie chômage. Et cette garantie chômage, lorsque l'événement se produit, elle peut durer le contrat est en train de se revoir à la GSC, donc j'en suis test, moi, pour national. C'est 9 mois, 12 mois, 18 mois de garantie. Donc, si je suis dirigeant, que je suis informaticien, ingénieur, franchement, je n'ai pas besoin d'avoir une grosse garantie sur une durée. 9 mois suffiront pour me réorienter. Peut-être voudrais-je déménager suite à un échec, monter une entreprise d'une autre nature. Donc, ça suffira d'avoir 9 mois de garantie. Vous ai-je répondu? Oui, vous m'avez répondu. Bon, dans mon cas de figure, c'est un dirigeant. Enfin, le client, il est en micro-entreprise, il est AE et il veut du coup créer une SASU. Et donc, je lui parlais justement de cette garantie-là, mais les seuls assureurs que j'ai appelés ne savaient pas trop de quoi il s'agissait. Donc, vous pourrez m'appeler. Voilà, exactement. Je vais appeler la GAN qui s'y connaît bien. Et pour le coup, il a une situation économique saine. Bon, en tant qu'AE, je ne pense pas qu'il ait adhéré à une GSC ou quoi, mais je pense que ça peut être un bon compromis justement par rapport. C'est un sujet très important pour beaucoup de chefs d'entreprise qui ont, à la suite d'un licenciement, ont créé leurs entreprises à des âges aux alentours de 45, 50 ans et qui, eux, n'ont pas le choix que de réussir et qui n'ont pas de chômage. Donc, je serais tenté de les protéger, même pour quelques années, mais au moins les protéger. D'accord. Bon, bah, c'est bon. Je vais vous appeler alors pour avoir plus de détails, ou en tout cas, je demanderai au client de vous appeler. Pas de problème. Pour ça. Merci beaucoup. De rien. Élise, le mot de la fin? C'est pour annoncer donc le prochain Expert Tips le 5 décembre prochain, avec toujours Thierry Dangean pour comment choisir ses outils technologiques dans son cabinet, où je pense que ça vaut, comme toutes les interventions de Thierry Dangean, de façon plus générale quand on devient entrepreneur. Et puis pour GAN Assurance, retraite et prévoyance de la CIPAV, quoi de neuf? Rendez-vous le 5 décembre. Merci beaucoup Thierry, merci Frédéric, merci Élise, à bientôt à tous. À bientôt. Au revoir.